Postcasque est un podcast au concept simple. Inviter une personne susceptible d'inspirer sur un sujet donné en répondant à deux questions. C'est quoi et pourquoi? C'est quoi ton sujet? C'est quoi ton domaine? Pourquoi toi et pourquoi cette voie? Tout ça dans trois grands domaines distincts, la science, le business et le sport. Le pouvoir, il se prend dans des zones d'incertitude. L'autre, avec un grand O, il est comme il est, je ne le changerai pas. L'école n'a pas voulu de moi, je suis un échec scolaire. À la fin du bout, je suis rentré à Sciences Po. J'ai négocié, moi je suis un négociateur. J'ai d'abord négocié avec tous les grands, tous les premiers ministres, présidents, je les connais tous. François Hollande, on se tutoie. À Jean-Marie, on a découvert un homme de bon sens. C'est quoi le conflit? Le conflit, c'est dès que je me lève, dès que tu te lèves le matin. Il faut que tu fasses un effort. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pause Casque. Ça sera sûrement le premier épisode ou le deuxième. Et aujourd'hui, on retrouve Jean-Marie Toulis, ouvrier de formation, puis syndicaliste acharné jusqu'à professeur à Sciences Po, décrit comme un homme de bon sens par ses pairs. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Marie, j'ai une question pour toi. Tu viens de gravir les 163 étages du Burj Khalifa, la première et la plus haute tour du monde. Toute la Terre te voit d'en haut. Quels sont les mots que tu garderais pour te présenter? Je suis un garçon des Hauts-de-France qui a habité qui a habité dans le bassin minier, qui n'a jamais pensé gravir les escaliers de ta tour, mais qui en a gravi quand même, et il y avait tellement d'injustice qu'on me cassait, au point qu'on m'a dit échec scolaire. Voilà. Et j'ai donc tout fait par moi-même. Sans le savoir, j'ai vu que finalement, il y avait beaucoup de possibilités et que si je me battais, j'arriverais à quelque chose. Et pour lutter contre l'injustice, le syndicalisme a été une première voie. Voilà, une première chance pour moi. Quelle présentation! Ça en dit long sur la densité de cet épisode. Pour commencer, on a deux grandes parties, on a un nouveau concept, on va vulgariser ensemble un thème à travers une question. La question aujourd'hui, ça sera comment gérer les conflits, qui a été l'œuvre de ta vie et qui est devenu le nom et l'essence même d'un des cours que tu portais à Sciences Po. Puis ensuite, on rentrera dans cette fameuse deuxième partie où on essaiera de répondre à cette question pourquoi ça, pourquoi toi et pourquoi cette carrière. Mais avant ça, quelques éléments de ton parcours. Quelle est ta formation? Quel métier as-tu exercé? Et comment en es-tu arrivé là de façon globale? Et ensuite, on rentrera plus dans le détail dans la deuxième partie, mais quelques éléments de ton parcours pour commencer. Bon, ma formation de base, j'en ai pas. Voilà. Moi, je regrette, mais je n'ai pas un instituteur dont je me souviens comme un modèle. J'en ai haï plusieurs. C'est malheureux, ça me rend malheureux, mais c'est comme ça. Donc je n'ai pas de formation. Ma formation, mon université à moi, ça a été celle de la vie. Ça a été celle que, quand j'ai voulu ma moto, de me mettre avec des copains pour acheter des motos et la construire, moi-même, la racheter aux gendarmes, à la gendarmerie. Voilà. Et puis après, mon université à moi, c'était la CFDT, le syndicalisme. Dès le début? Ils m'ont fait confiance, ouais. Dès le début, à l'Union, quand je suis arrivé comme délégué syndical à la coquerie de l'Ourche, dans le Valenciennois, à l'Union locale, ils m'ont repéré. Ils m'ont dit, tiens, jeune, on a une commission jeune, est-ce que tu veux? Puis,
Bon, comme j'étais un peu un leader, un peu un meneur d'hommes, après je m'en suis aperçu, je suis devenu très vite le président de la commission des jeunes syndicale à Valenciennes. Voilà. Et puis, petit à petit, je suis devenu après responsable des mineurs, CFDT. Après, je suis devenu responsable de l'Union départementale du Pas-de-Calais, responsable du Nord-Pas-de-Calais. Et puis un jour, à Paris, ils m'ont appelé pour être leur négociateur. Ah, donc très vite. Une évolution très vite, assez... non, ça durait... J'ai commencé en 1970. J'ai adhéré à la CFDT en 68, avant les événements, en février. J'ai été vraiment avoir des petites responsabilités en 1970, mais tout de suite le syndicat m'a pris en main, m'a vraiment formé, tout ça. Dans une période de fort mouvement social. Oui, bien sûr, et surtout avec la fin des mines, la fin des houillères. Et puis, et par exemple, là, ce côté atypique que les gens c'est que, alors que les copains disaient entre mineurs ou chômeurs, moi je préfère être mineur. Ouais. Moi, j'ai toujours refusé ce type de choix. Et j'ai dit non, les mines c'est fini. Quand on meurt à 50 ans, on va pas se défendre, on va pas défendre le métier de mineur. On va aller dans l'industrie automobile, on va aller à l'imprimerie nationale, on va aller à Chausson-Maubeuge. Mais voilà. Et ça, c'était contre-culturel. Ouais, c'est vrai. Nord-Pas-de-Calais qui est une région C'est comme la solidarité. On me dit, ça va vous choquer, mais pour moi, le mineur n'est pas sûrement le plus solidaire, la corporation la plus solidaire. Parce que s'il avait été solidaire, il aurait été solidaire, on aurait été solidaire de nos femmes qui partaient à 4 heures du matin à Roubaix pour travailler. Et quand il y avait une filature qui fermait, on aurait fait grève. Alors que nous, les mineurs, dès qu'on avait un petit problème, il fallait que tout le monde fasse grève pour nous. Non, la solidarité, elle se prouve. Et je leur disais. C'est une belle intro pour la partie du thème que tu as choisi, le conflit. Pourquoi le conflit a guidé, entre guillemets, le début de ta vie? Comment c'est arrivé cette volonté-là de vouloir, comme tu l'as dit, tu as été très vite meneur. Comment tu t'es créé les outils pour gérer un conflit? Bon. Déjà, le côté meneur, c'est tout simple. C'est à l'armée. Ouais. J'ai tellement truandé que je voulais glander. J'ai eu 17 sur 20 à leur exercice à la con, là, et ils m'ont mis moniteur. Et donc, et très vite, j'ai compris que j'avais 30 bonhommes là dans la chambrée, que j'étais responsable de chambrée et que, j'arrivais à les gérer, quoi. Bon, donc j'arrivais à les mener, comme on dit. Ouais. Je suis un meneux de bidet, si tu veux. Voilà, tu vois ce que c'est qu'un bidet à cheval. Bon. Au fond de la mine, il y avait des chevaux. Et il y avait un travailleur qui s'appelait, un ouvrier, qui c'était le meneux de bidet. C'était pas le travail le plus facile. Bon, donc oui, je suis un meneur d'hommes. Alors maintenant, le conflit. Moi, je ne vais pas théoriser là-dessus trop. C'est quoi le conflit? Le conflit, c'est dès que je me lève, dès que tu te lèves le matin. Il faut que tu fasses un effort. Il n'y a rien qui... Tout te pousse à rester au pieu. Le conflit, c'est la vie. C'est un conflit pour vivre, pour respirer. Le jour où ton corps est en conflit permanent. Avec le travail, avec la volonté, avec le... dès que je vais... Tu te lèves le matin, le café il est pas bon. Non, le conflit est inhérent à la vie. D'accord. Et pourquoi il est inhérent à la vie? Parce que nous avons tous des intérêts particuliers. Par contre, nous vivons dans une société, donc il y a des intérêts collectifs. Si on ne vit que sur nos intérêts particuliers, on n'arrivera pas à grand-chose. On va se replier sur soi. Donc, on va être en conflit, mais inutile. Par contre, si tu commences à te dire, je vais discuter avec la personne avec laquelle je suis en conflit, ça devient intéressant, et ta vie, elle devient possible, elle devient, voilà.
Et là, il n'y a pas 36 solutions pour gérer un conflit. Il y en a 4. Alors, je te les donnerai tout à l'heure si tu veux. Moi, c'est hyper intéressant comme vision, en fait, de se dire on est en conflit permanent avec son corps, du moins avec l'environnement extérieur. Et avec soi-même. Et avec soi-même. Et ça me fait penser à une citation d'un philosophe grec qui dit le meilleur repos vient après le travail, dans le sens où l'humain est fait aussi. Pour moi, en fait, l'humain est fait pour... on ne se sent vivant que s'il y a du conflit. Pour moi, la variation, elle est nécessaire. Tu vois, moi, je suis plus de ce mouvement-là, de dire... Alors, moi, je le dirais autrement. Il faut du conflit. Oui. Il ne faut pas le rejeter, il ne faut pas le voir comme négativement. Au contraire, parce qu'il va nous permettre ensuite de générer une forme de bonheur ou une forme d'accomplissement aussi. C'est l'altérité. Oui, tout à fait. C'est l'altérité. C'est-à-dire que entre l'homme et la femme, il y a une altérité. Oui. Et il faut la gérer. Entre le patron et le syndic et l'ouvrier, oui. Il y a une altérité. Il faut le gérer. Et ce qu'il faut trouver, le must, c'est de trouver l'intérêt. C'est-à-dire, il n'y a pas... ouais, c'est un méchant, il est toujours en conflit. Non. Il faut repérer quel est son intérêt et quel est mon intérêt. Et si j'ai repéré bien ce qui est son intérêt, et donc j'ai discuté avec lui de ses intérêts, et en gros, il y a un espace. Toi, tu as ton espace, mon interlocuteur a son espace, moi j'ai mon espace. Et si nous voulons vivre ensemble, il faut que j'accepte d'abord qu'il rentre dans mon espace. Donc que je l'écoute, que je comprenne ses intérêts. Et ce n'est qu'à cette condition-là que mon interlocuteur, que toi par exemple, tu commenceras à te dire, oui, bon, mon intérêt, il faut qu'il corresponde un peu au sien, autrement ça ne va rien faire. Hein, voilà. Donc il y a de l'altérité, et donc le conflit est positif. Le conflit n'est jamais négatif. Ce qui est négatif, c'est quand on nie le conflit. Et comment survient un conflit ? Si tu devais théoriser ça par ton expérience. Il vient par le sentiment d'injustice, c'est-à-dire, on se dit, mais pourquoi il vient par l'incompréhension de l'autre. On se dit, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il me fait ça ? Incompréhension de l'autre. D'où l'importance de la communication, mais du coup... D'où l'importance de dialoguer, d'oser lui dire, donc d'être une femme ou d'être un homme, c'est-à-dire d'avoir le courage de se présenter devant l'autre en lui disant « je ne te comprends pas, je ne comprends pas ton comportement ». De l'exprimer. Oui, d'oser l'exprimer. Ouais, or on ferme sa gueule, on se tait. Ah bah oui. On se dit « c'est un con ». Voilà, laisse pisser, voilà. Et c'est de la passivité, ce qui est une grave erreur. Et quelles sont les postures, les méthodes, les façons de résoudre un conflit ? Alors déjà, je vais parler du comportement, de l'attitude. Il y a 4 attitudes en situation tendue, en situation de conflit. La première, je viens de le citer, c'est la passivité. Ali, ouais. Bon, ça lui passera. Hein ? Il n'est pas content, c'est pas grave, ça lui passera. Voilà. La passivité, ça ne règle rien du tout. Il n'y a qu'un moment où je considère qu'il faut... La passivité a du sens, c'est si je vois 4 gros bras qui sont en train de s'attaquer à ma voiture, et que j'arrive, et que je prends la poudre d'escampette, parce que je sens qu'ils sont plus forts que moi, ça oui. Voilà. Ça, mais autrement, il ne faut jamais être passif. Le deuxième comportement qui est négatif, c'est l'agressivité. C'est-à-dire que face à une injustice, face à une action que l'autre, qui est condamnable, hein, que je considère condamnable de l'autre, je me mets en colère. Et je le... Comment ? Bouscule. Je le bouscule, je l'invective, bon.
Et ça sert à rien. Et si l'autre est agressif vis-à-vis de moi, si moi je suis agressif vis-à-vis de lui, eh ben ça va monter. On va monter dans les tours et ça ne va pas le faire. Et moi je me dis, en tant que négociateur, si face à moi tu deviens agressif, je me dis, continue mon petit Ali, continue, t'es inefficace. Tu t'uses. Je mets mes mains sur la table et je t'écoute. Et quand tu as fini de parler, je reprends. Je sais que pendant 5 minutes, tu as été totalement inefficace. Et que quand je reparlerai, je reprendrai le lead. T'en es sûr de ça? Oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr, c'est pas en te foutant mon poing dans la gueule que tu seras assommé, tu seras par terre. Ouais. Il faudra que j'appelle le 15, c'est tout. Le troisième et dernier le comportement inefficace, c'est la manipulation. C'est le billard à 3 bandes. C'est de prêcher le faux pour avoir le vrai. Ouais. C'est la ruse. C'est prendre l'autre pour un con. C'est, à mon âge... Sans qu'il ne s'en aperçoive. Ouais, enfin bon. Mais alors, le problème du manipulateur, c'est que il n'y a que lui qui s'aperçoit qu'il n'est pas manipulateur. Tous les autres le savent. Voilà. Mais il est tellement imbu de sa personne, tellement... qu'il pense que... voilà. Alors, des fois... ça marche. Ça marche. Pas longtemps. Parce que si tu m'as manipulé une fois, tu m'auras plus une deuxième fois. Hein? Ouais. Donc, non, ça marche pas. Donc, la vraie solution, c'est l'assertivité. C'est-à-dire, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Et j'ai confiance en moi. C'est-à-dire que je ne vais pas me laisser ébranler par le premier argument que tu vas me donner, par la première agression que tu vas m'envoyer, par le premier obus que tu vas m'envoyer. Je vais me dire, attends, j'ai préparé mon dossier. J'ai des gens derrière moi. Je sais ce que je dis. Je l'ai vérifié. Je représente le premier syndicat de France. Il y a des gens qui m'ont fait confiance. Donc, voilà. Je connais le terrain dans ton cas aussi. Et je connais le terrain, j'ai préparé, j'ai travaillé avant d'en arriver là. Tout à fait. Et ce que je mets sur la table, c'est factuel. C'est du costaud. Et l'autre point, c'est que le comportement de l'assertif, c'est l'écoute dans la fermeté. C'est-à-dire l'écoute active, tout ça, bon, bien sûr, si tu écoutes, c'est pour écouter l'autre. Mais dans la fermeté, c'est-à-dire tu ne prends pas pour du bon pain tout ce qu'il te dit. Et toi, tu restes, tu es sur une position. Hein. Après, tu bougeras. Hein. Mais dans un premier temps, tu t'affirmes. C'est pour ça me fait penser, on dit jamais, n'écris pas de mail à chaud. Ben bien sûr. Et puis ne fais pas de mail. Prends ton téléphone. Ah ouais. Déplace-toi. Ben bien sûr. C'est ça ton conseil? Moi, mon conseil, c'est si j'ai à dire à Ali que c'est un con, je vais pas lui faire un mail. Hein. Je vais lui dire. C'est ça l'assertivité. Être sûr de soi et c'est dire ce que je pense. C'est pas commencer. Et moi, par exemple, tu m'envoies un mail où je trouve que tu joues la bande. Je ne vais pas te répondre. Hein. Et je vais attendre que tu me renvoies un mail en disant « Mais dis, tu ne m'as pas répondu. » Je te répondrai quand tu arrêteras de me prendre pour un con. Et que tu iras me voir en face. Voilà. Et si tu as quelque chose à me dire, viens me le dire. Tu n'as pas besoin d'un mail. Hein. Ouais, c'est efficace. Je suis contre les mails de la relationnelle. C'est trop facile de faire un texto. Je t'aime. Tu le dis en vrai. Voilà. Et de ne pas avoir le courage de lui dire les yeux dans les yeux. C'est marrant parce que tu vois, tu parles d'amour, on parle de conflit. On parle forcément d'amour en fait. On parle d'une relation. Comment tu le retrouves mais c'est une relation amoureuse comme tu pourrais avoir une relation professionnelle, personnelle, amicale. Comment tu retrouves ça, je digresse un peu là, dans les relations amoureuses? Est-ce que tu appliques vraiment ce que tu fais
Non, dans les relations professionnelles et des relations amoureuses. Attends, il faut pas... Il y a des points communs dans la relation. Ouais. Hein, c'est-à-dire, Jusqu'à où, quoi? il ou elle est comme par exemple le compagnon, la compagne. Et quand je disais qu'il est comme il est et je ne le changerai pas, ça c'est vrai. Dans n'importe quel. Pour ça qu'en cas de rupture, moi par exemple, au niveau professionnel, c'est comme la rupture amoureuse. Moi, mon amoureuse, elle va me dire que c'est fini. Si je me dis elle l'a réfléchi, c'est fini quoi. Je vais pas essayer de m'accrocher. Okay. Et moi, s'il y a un gars dans mon équipe qui dit écoute, je démissionne, je vais voir pour qu'il démissionne le mieux possible, mais je vais pas essayer de le maintenir dans mon équipe. Ça sert à rien. Il est assez grand pour prendre ses responsabilités. S'il me dit qu'il démissionne, ok, tu démissionnes. Voilà. Et non, il faut. Alors la relation sociale, elle est différente avec la relation personnelle. C'est-à-dire la relation personnelle, c'est Ali, Jean-Marie. La relation sociale, c'est Ali, salarié de l'entreprise, Jean-Marie, DRH de l'entreprise. Ou Jean-Marie, syndicaliste, et Ali, chef de projet. Hein, il y a un côté social, hein, qui dépasse c'est-à-dire notre responsabilité, elle n'est pas que personnelle. T'engages l'entreprise, t'engages le syndicat, hein, dans la relation sociale. C'est une relation de 1 à plusieurs. Voilà, et je ne suis pas maître de tout parce que j'ai un mandat. C'est-à-dire, si tu représentes l'entreprise, tu es mandaté par l'entreprise pour dire oui, pour dire non. Hein. D'accord. Et ce qui me rend curieux, en fait, dans le parcours de syndicaliste, c'est comment, en tant qu'ouvrier, avec la hiérarchie établie des entreprises, des industries, etc., comment, en tant qu'ouvrier, on arrive à être crédible, à regarder droit dans les yeux quelqu'un que tout le monde pense dans son groupe social, les ouvriers, comme supérieur. Comment toi, meneur d'hommes qui t'es détaché de ton groupe, tu vas réussir à être crédible, à être confiant en face de quelqu'un qui est hiérarchiquement supérieur à toi? Bon. Le syndicaliste, il va d'abord essayer de ne pas perdre le lien avec son groupe. Hein. Sa force, c'est la force de la représentation. Hein. Je représente un groupe. Je représente l'atelier, je représente... Tout à fait. Voilà. Et ça, il faut le maintenir. Le jour où tu casses ce lien, tu ne représentes plus que toi-même, et là, en face de toi, ils s'en aperçoivent. Hein. Ça s'appelle le rapport de force. Hein. Tu es porteur d'une force, d'un rapport de force, comme l'autre en face, il a un rapport de force. Après, ta question... Ma question, c'est comment être crédible, tu sais. Alors, le crédible, je l'ai déjà dit, parce que je vais peut-être me répéter à un moment donné, hein, mais ce qui est crédible, c'est que j'ai préparé, c'est-à-dire c'est mon travail. Ouais. C'est le travail que j'ai fait en amont. C'est d'avoir préparé le terrain. C'est comme un jardinier. Il a bêché, il a aéré son terrain. Bon, moi, j'ai préparé mon terrain. Hein, et je suis assez content du travail que j'ai préparé. Voilà. Et je sais que c'est pas fini. Hein, et je sais que je vais me battre pour faire passer ça. Mais dans ce que tu dis, il faut arriver avec du contenu, tu vois. Il faut arriver avec, entre guillemets, ta parole seule va pas avoir autant d'impact que la parole seule du mec qui est hiérarchiquement supérieur à toi. Oui, mais si toi, tu vas devoir arriver avec ton classeur. Si j'ai préparé avec d'autres, c'est-à-dire avec les gens que je représente, hein, si je suis responsable d'association, si avec mon conseil d'administration, si avec les adhérents de mon association, j'ai passé du temps, je leur ai demandé s'ils étaient d'accord avec tel argument, tout ça. Bon, voilà. Après, il faut aussi savoir que le plus beau des arguments ne pèse pas si tu mets pas du poids dans
quand tu assènes ton argument. Donc tu travailles ta diction, ton éloquence, ta manière de dire aussi et d'exprimer. Oui, enfin, il faut essayer de... Bon, il faut essayer de... Parce qu'il n'y a pas que le fond. Comment ? Je pense qu'il n'y a pas que le fond qui fait en sorte que le conflit... Oui, mais enfin, le fond est plus important que la forme, quand même. Hein. Et si c'est de la merde, le fond, tu peux... voilà. Hein. Tu communiques, ça, c'est les communicants qui disent la communication est plus importante que le fond. Bon, ça, tu vendras pas grand-chose. Hein. Non, mais c'est là... Encore une fois, c'est la certitude que tu vas amener à l'autre. Le fait que l'autre, il va se dire, bah ouais, c'est vrai, son intérêt, c'est ça. Il défend son intérêt, il défend le morceau, quoi. Et si je rentre pas là-dedans, je vais pas avancer. Et moi, pareil. Et l'une des choses qu'on apprend en tant que négociateur, c'est de se mettre à la place de l'autre. Si je ne te comprends pas, c'est normal, on est en conflit. Mais je vais essayer de te comprendre. Parce que tant que je ne t'aurai pas compris, on ne va pas avancer. Et je vais essayer de me faire comprendre. Et donc, c'est les petits pas, si tu veux. Et je vais me dire, bon, ben d'accord, ok, ton intérêt, c'est ça. Hein, mais, bon. Et puis, bon. Voilà, tu vois, j'ai repéré 2 scènes quand on a évoqué ce sujet-là. La première, c'est celle de Nicolas Sarkozy qui, pendant la prise d'otage de 2008, part négocier dans cette école-là avec la personne, avec le preneur d'otage. Et la deuxième, c'est dans une série, mais qui est, je pense, représentative là pour le coup sur cette scène-là de ce qui s'est vraiment passé. Bernard Tapie, qui part directement négocier avec les syndicalistes dans la tente qu'ils avaient installée devant je crois le studio de TF1 pour son émission. Est-ce que ces deux événements-là sont représentatifs de ce qui se passe vraiment dans la gestion des conflits? Est-ce que les top level entre guillemets rentrent vraiment en relation avec les syndicalistes ou c'est vraiment très rare? C'est quand Macron il se déplace à Amiens devant les ouvriers de Firestone là, qui sont non. Ça n'existe pas. Ça c'est de la com. Ça, toutes les caméras sont là. Sarkozy, toutes les caméras étaient là. Tapie, il faisait rien sans la caméra. Bon, la négociation, elle se passe pas comme ça. La négociation, pour qu'elle existe, elle se passe dans elle n'est pas publique. Ouais. Elle n'est pas publique. Toutes les grandes négociations que j'ai vécues, c'était pas devant tout le monde. C'était en face à face, à huis clos. Après, quand on a fini le huis clos, on se met d'accord. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Qu'est-ce qu'on dit à la presse? Qu'est-ce qu'on dit à nos gens? Hein? Mais dans un premier temps, on se parle entre négociateurs. Et dans notre bulle de négociateurs. Après, on repart devant les autres. Aujourd'hui, on est dans une période de crise identitaire chez les jeunes, de crise sociale dans la plupart des foyers français. On vient de sortir des législatives qui ont eu un résultat qui, je pense, est assez aussi représentatif de ce que veulent dorénavant les Français. Comment, en fait, toi, aujourd'hui, tu vois ces nouveaux mouvements de gauche se diviser, puis ensuite se rassembler, puis ensuite se diviser, et là, on voit il y a 2-3 semaines, ne pas arriver à se mettre d'accord ensemble. Pour toi, c'est dû à quoi et qu'est-ce que tu en penses en fait de tout ça? Là, on parle de deux mondes différents. Hein. Moi, le syndicaliste que je suis n'est ni de droite ni de gauche. Je ne choisis pas mon interlocuteur. Et dès que je rentre dans une négociation, c'est pour obtenir un compromis. Et donc, c'est pour obtenir un compromis avec mon adversaire. Avec Sarkozy, avec Hollande. Ouais. Bon. Donc, je ne suis pas dans une posture politique. Mm-hmm.
encore moins partisane. Mais... Je ne suis même pas uniquement, à un moment donné, je ne suis plus dans une posture uniquement CFDT. Parce que je sais que je dois, pour aboutir, faire attention à ce qu'il y ait des gens des faux, des gens de la CGT ou de la CFTC qui viennent avec moi, parce que tout seul, j'arracherai pas le morceau. J'arracherai pas le morceau, ouais. Voilà, ouais. Bon, ça c'est le syndicaliste. Après, moi je suis, donc, si tu veux, hein, il y a deux grands mots qui me caractérisent, c'est humaniste, hein, donc défendre la personne humaine, c'est ce que j'expliquais là. Et puis le deuxième, c'est républicain. Républicain, c'est le respect des valeurs. Oui, les valeurs. C'est quoi les valeurs ? Les valeurs, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est le respect de la loi. Le respect, avant le respect de la loi, le respect du droit. Ouais. Donc, les gens ont voté. Ils ont voté 3 blocs. Ben, ces 3 blocs qui ne peuvent pas gérer le pays à eux seuls, tout à fait, vont être obligés. Ils sont obligés de négocier. Et comme ils ne veulent pas négocier, comme pour eux le mot compromis c'est compromission, eh bien, ils mettent le pays en difficulté. Alors que la démocratie, la République, c'est d'accepter les 3 blocs. Il y a un bloc d'extrême droite, il y a un bloc, disons, centriste, voilà. Bon. Et puis il y a un bloc gauche, certaines formes de gauche, bon, qui n'est pas social-démocrate. Bon. Et bon, par exemple, quand Mélenchon dit c'est le programme de la NUPS et rien que le programme de la NUPS, c'est met une balle dans le pied. Non, ça veut dire qu'il ne va pas gouverner. Il ne veut pas gouverner parce que tout seul il peut pas. Donc il faut qu'il dise avec qui il veut gouverner, et voilà. Bon. Et ces gens-là, en fait, suivent la même théorie que toi en tant que syndicaliste. Non, ces gens-là, ils n'ont pas compris ce qu'était la négociation. Ils ne veulent pas négocier. Alors que moi, ma formation à la négociation, elle vient justement des Allemands, des pays du Nord. Quand j'étais jeune, j'allais là-bas. D'accord. C'est les jeunes socialistes allemands, ils m'ont expliqué, j'avais en 70, ils m'ont expliqué, Jean-Marie, t'as jamais mal à ton ventricule gauche. C'est quoi le rapport ? Parce que j'étais toujours d'accord avec moi-même. Et donc, j'étais gauche avec mes idées de la gauche. Mais si je voulais négocier, il fallait que de temps en temps, ça me fasse mal à droite. Ah bah oui, c'est sûr. Parce qu'il y a des gens de droite qui vivent en France. Donc le syndicalisme, il prend en compte tout ça, quoi. Le syndicalisme... Parce qu'on dit souvent, le syndicaliste, c'est un mec de gauche. Non. Oui. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui considèrent que la droite, elle n'a pas de valeur. Ou parce qu'ils ont considéré qu'il y a un grand mur de valeur entre les 3 blocs. Ouais, non, tout à fait. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais te choquer, mais il y a des gens du RN qui sont pas des racistes. Non, qui sont peut-être capables de raisonner. Si je tombe à l'eau, de venir me sauver. Donc des humanistes. C'est des... Oui, appelle-le... Je sais pas, c'est à eux de voir comment ils sont. Mais ils sont... Un humaniste... C'est quoi un humaniste, Jean-Marie ? C'est-à-dire que moi, je crois en l'homme, et en la femme, bien sûr. Hein, et c'est-à-dire qu'il y a toujours dans les yeux de l'autre une lueur d'espoir. Voilà. Tu penses que l'humain ne naît pas mauvais, il le devient, et entre guillemets, la rédemption existe. Je rentre pas là-dedans. Je me dis, j'ai besoin de travailler avec mon interlocuteur, et donc je vais trouver le moyen de travailler avec lui. Je vais pas le changer. Je suis comme je suis, et je suis fier de ce que je suis. Et j'ai confiance en moi. Et j'ai tellement confiance en moi que tu pourras me faire confiance. Okay. Si j'ai pas confiance en moi, tu n'auras pas confiance en toi. Et tu pourras pas m'envoyer une relation de confiance. C'est vrai. Maintenant, on va faire 2 lignes, 2 flèches.
une flèche qui va vers toi, vers moi. C'est la relation que tu m'engages. Et il y a une autre flèche qui est celle que moi je t'envoie, c'est la relation que je t'envoie. Il y a donc une double relation. Croire que cette relation, elle va elle va faire qu'une, c'est une illusion. Tu resteras toujours toi, maître de toi, et je reste toujours moi, maître de moi. C'est ça la liberté. Donc, tu vas m'envoyer une relation. Tu vas être méchant. Tu vas être gentil. Tu vas être agressif. Tu vas être manipulateur. Je peux rien y faire. Et je ne le changerai pas. Je ne vais pas me mettre dans la tête que j'ai une stratégie de prise de conscience, comme si je vais rentrer dans ta confiance. Non. T'es là, t'es moi. Et bon, par contre, moi, je vais t'envoyer une relation. Et donc, comme j'ai envie que notre relation soit positive, soit satisfaisante, soit utile, je vais m'adapter à ton truc. D'accord. Et donc, plus elle est insatisfaisante, plus elle est conflictuelle, plus je dois te déstabiliser. C'est méchant. Parce que le pouvoir, il se prend dans des zones d'incertitude. Si je te laisse dans une zone de certitude, tu vas pas bouger. Tu vas continuer à faire le con avec moi. Et moi, je pourrais rien y faire. Par contre, si tu as décidé d'être méchant avec moi, et que moi, je te fais un grand sourire, et puis que je te dis, ben non, Max, c'est pas trop, arrête. Peut-être que je vais te déstabiliser. Et dans cette zone, ce passage d'incertitude, peut-être que tu vas changer de relation avec moi et que tu pourras démarrer une relation. Et donc, on pourra entrer sur le fond, négocier, éventuellement trouver une solution à notre conflit. Voilà. Donc, c'était un peu long, mais c'est tellement le basique de tout. Avec un enfant, avec une femme, avec un homme, avec une... Voilà. C'est l'autre, avec un grand A, il est comme il est, je ne le changerai pas. Hop, je t'interromps 2 petites secondes pour te dire que si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à mettre une petite review de 5 étoiles et à t'abonner. Merci à toi et bonne écoute. Donc du coup, tu as été professeur à Sciences Po. Professeur, monsieur professeur, moi tu professeur. Tu as enseigné... C'est marrant que ça te fasse rire. Fais rire. Bah, t'es professeur. Non, ouais, j'étais enseignant. T'étais enseignant. Non, je transférais de l'expérience. T'étais professeur. Pour moi, c'est la même chose. Comment tu enseignais ta matière? Moi, la matière que j'enseignais, c'était tout ce qu'on vient de dire là. Donc, la relation, tout ce qui était la méthode de la relation, donc l'entretien de face à face, l'entretien de recadrage, comment recadrer quelqu'un quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un et que tu te dis non, c'est pas possible, s'il continue comme ça, c'est out, quoi, c'est exit. Donc comment j'essaye de trouver, mais de façon assez raide. Donc là, on n'est pas tout à fait dans la négociation. C'est comment terminer une grève dure. Comment arrêter un conflit juridique. Quand on a été jusqu'en cassation. Et puis finalement, il y en a un qui a gagné, mais le problème il reste. Donc voilà, bon. Donc ça, moi, j'apprenais à ça. Par exemple, je dis toujours que le négociateur, c'est pas un juge. Si on fait appel au juge, c'est que la négociation n'a pas abouti. C'est un avocat. Le négociateur est plutôt un avocat. Oui, c'est-à-dire, c'est l'avocat d'une cause, l'avocat d'une partie. Moi, c'était les salariés. Aujourd'hui, c'est les jeunes de l'école. Mais c'est juste, parenthèse, tu ne peux pas parler pour ton expérience, pour ta personne. Tu es toujours obligé, entre guillemets, de lutter pour parler au nom d'un groupe. Mais je suppose que des fois, tu parlais de la réforme des retraites que tu as négociée avant qu'on commence en 2003 et toute cette série en fait d'événements que tu as dû négocier. Comment tu arrives à ne pas parler en ta personne?
on peut se dire que c'est compliqué. Comme l'avocat doit choisir des fois de parler en la personne d'un terroriste, par exemple, ou d'une personne qui a fait des actes qu'on considère inhumains. Tu touches là une vraie Problématique. Oui, une vraie problématique, notamment dans l'attitude, dans le comportement. C'est-à-dire, si je te parle et que je te dis « nous pensons que J'engage. ça sera beaucoup moins efficace que si je te dis « je pense que ». Je suis sûr que. Donc, moi, j'ai formé les gens à deux choses. Avoir préparé ses arrières, c'est-à-dire quand ils vont sortir de la négociation, que je vais leur dire voilà ce qu'on a obtenu, ils vont dire oui, ok ou pas. Hein. Mais dans la négociation, je vais être assertif, je vais toujours commencer par le je. Et par exemple, si je dois faire un entretien de recadrage avec toi, parce que par exemple tu as été mal poli avec moi, ou agressif, je ne vais pas commencer par dire tu sais, l'autre jour, c'était pas bien. Non, je vais commencer par te dire l'autre jour, je t'ai dit ceci et toi, tu m'as répondu ça. Et je ne suis pas d'accord. Donc le je, il est comment on dit là, c'est le pronom, c'est ça, un pronom personnel. Ouais, c'est le pronom qui prime sur le nous, en sachant que derrière le je, il y a un nous. Quand tu négocies au nom d'un collectif, il y a le nous derrière. Hein. Mais toi, moi, quand j'étais face au frère Sarkozy, qui était président du MEDEF, qui a négocié, c'était la négociation sur les retraites complémentaires, eh bien, je lui disais je, et lui, il me disait je. Mais lui, il avait derrière le MEDEF, et moi, j'avais derrière la CFDT. Mais c'était je, parce qu'autrement, je peux pas me dédouaner, moi, c'est trop facile de se dénoyer, de se dédouaner avec le collectif. Le collectif, il ne doit pas me dédouaner. Il ne doit pas dédouaner l'individu. La responsabilité du secrétaire que j'étais, du secrétaire national de la CFDT que j'étais, du négociateur que j'étais. Les autres, ils existent, les salariés, mais c'est pas les négociateurs. Le négociateur, c'est moi, avec mon équipe. Mais c'est moi. Est-ce qu'on a essayé de t'acheter ? Oui. On a essayé de m'acheter, on a essayé de m'agresser. Ouais. Un jour, j'étais très jeune, 73, 75. Je collais des affiches pour une élection syndicale à Oisier, côté de Douai. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés et qui m'ont attrapé sur le pont. M'ont pris par... je pesais pas lourd. Hein. Et ils m'ont pris par le pot du dos, puis ils m'ont mis au-dessus des rails en me disant « Maintenant, tu cries Vive Staline ». Putain. Bon. C'était qui, ces gens-là ? C'était des gens du Parti communiste à l'époque. Ou à l'usine, quand à la coquerie de l'Ours, pour m'humilier, il m'avait mis du savon noir dans mes chaussures. Si bien que lorsque je me déshabille pour mettre mes chaussures, ouais. Et les autres, ils étaient là en train de rigoler parce que je glissais partout. Voilà. Mais t'étais vu comment, en fait ? Comment ? T'étais vu comment par ces gens-là, quoi ? Par les adversaires ? C'était donc des adversaires ? Ah oui, non. Moi, mes amis, non. Mes amis... les amis, des fois, ils étaient tellement... C'était pas simple, la relation. Quand tu arrives avec un compromis, t'as dit, tu pars pour obtenir 150 €, puis tu regardes, t'en as que 100. T'en as que 100. C'est ce que j'allais te poser. Crois-moi, t'entends des petits noms d'oiseaux, mais c'est pas les mêmes noms d'oiseaux que des adversaires. On t'a déjà traité de collabo ? Bien sûr. Avec ma chef, on disait « rasez-la ». Putain. Rasez-lui le crâne. Nicole Nota, oui, bien sûr. On m'a brûlé mon effigie, moi. Là, les gens de Sud, du syndicat solidaire, ils ont dit « tout lisse ».
Ah ben avec Toulis, il n'y a pas besoin de... Comment? De Il n'y forcer. a pas besoin d'acheter des chaînes. Ah ouais. Il est... Ah, il voilà, collabore, quoi, voilà. enfin. Il nous enchaîne. Pourquoi ça? Ben, T'étais parce laxiste parce dans que tes c'est de la négociations haine. Ben non, parce que j'étais pas d'accord avec eux, tout simplement. C'est pas... Et pourtant, tu les défendais. Ah, Certains. les gens de Solidaire, non, jamais. Moi, j'ai jamais considéré que le travailleur a toujours raison. Solidaire, c'est ça. Sud, c'est le travailleur a toujours raison. C'est une imposture, ça. Ouais. Tu vas voler 300 kilos de cuivre à Orange, et je vais pas dire que tu as raison. Bah si, En- parce que... Bah oui, mais c'est Orange, les ils ont des riches, milliards c'est et les tout. voleurs, voilà. Ouais, bah, c'est ça. Et moi, je suis républicain. La loi, elle t'interdit de voler, mon grand. C'est bon, on se retrouve sur ça. On va aborder la deuxième partie. On va parler un peu plus de toi, de ton évolution et de ce qui t'a amené à faire ça. On en a déjà un peu parlé avant le podcast, mais c'est l'occasion d'y revenir. Donc la partie, c'est pourquoi. Pourquoi ça, pourquoi toi? Qu'est-ce qui t'a amené vers ce long parcours, puisque tu as commencé jeune, de syndicaliste? Tu l'as un peu évoqué au début, mais est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'éléments? C'est une grande question. Pourquoi ce jeune qui au début défendait ses collègues d'atelier, de bureau, les proches, les très proches, il en est devenu à défendre des millions de salariés, à négocier les carrières longues, c'est-à-dire c'est moi qui ai négocié le fait qu'un travailleur qui a commencé à travailler jeune, il puisse partir en retraite plus jeune. Hein, à l'époque, tout le monde était contre. Tout le monde, c'était 60 ans, 40 ans de cotisation. Comment après, je suis passé du syndicaliste au responsable associatif des écoles de deuxième chance, de l'intergénération. Comment j'ai pu défendre des générations de retraités et qu'après, je suis devenu le défenseur des conventions internationales des jeunes et des enfants. Donc tout ça, c'est très difficile à expliquer. Bien sûr. La seule chose, c'est de se dire que, à un moment donné, on prend conscience qu'il y a des injustices qui sont tellement graves qu'elles attaquent les personnes humaines, que c'est une entrave à la personne humaine, que c'est et que donc il faut. Et là, la différence avec beaucoup d'autres, c'est que je parle beaucoup, mais je crée. C'est-à-dire que j'ai créé les écoles de deuxième chance. Je ne suis pas un contestataire. T'es pas un râleur. Quand je râle, c'est que j'ai une proposition derrière. Sinon, je ferme ma gueule. C'est cash, mais c'est vrai. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu étais un humaniste et un libéral. Donc, humaniste, tu l'as expliqué. Un humaniste et républicain. Bon. Et libéral. Oui, libéral aussi, vas-y. C'est quoi un libéral? Le libéral, bon, je vais te prendre que des exemples, hein, c'est tout simple. C'est-à-dire que moi, je considère que vous, les jeunes, là, dans votre cursus de formation, vous n'êtes pas libre. C'est un ordinateur qui tranche pour vous quand vous avez fait... vous êtes simplement libre de dire, voilà ce que je souhaite. Pour moi, à mon âge, à 77 ans, pour entrer dans une maison de retraite, je ne suis pas libre. C'est-à-dire que j'aurais dû dire à 60 ans, 65 ans, je dois dire à 60, 65 ans, voilà ce que je veux pour mes vieux jours. Mais pas attendre la dernière minute où là, mes enfants, ils sont dans une situation qu'ils décident pour moi. Et on est dans cette société, on ne respecte pas le choix de la personne. Le choix de la personne, il est vraiment... Alors, pour ça, il faut travailler, il faut dire quel est son choix, il faut s'affirmer, hein. Il faut permettre aux gens de pas subir. Hein. Or, aujourd'hui, tu peux être mouton tout au long de la vie. C'est pour ça il que faut se moi, donner les moyens de ses ambitions. Oui, mais c'est pour ça que, par exemple, le libéral que je suis, c'est de dire à un jeune qui est en difficulté,
de lui dire, écoute mon grand, tu as deux solutions, soit que tu travailles, soit que tu te décarcasses, soit que tu vas à l'aide sociale. Mais si tu vas à l'aide sociale, ne te plains pas. Ouais. Voilà. Et donc, le libéral, c'est celui qui va, par exemple, se battre pour qu'il y ait un salaire décent et pas une aide sociale. C'est ce que je reprends ça. C'est celui qui, sur la retraite, va refuser une retraite unique pour tout le monde à 62 ans et 168 trimestres pour une retraite à la carte. C'est la retraite progressive, c'est-à-dire ne pas être obligé de quitter brutalement du jour au lendemain, du vendredi au lundi, son job. T'es à fond la caisse sur un job le vendredi, le lundi t'es en retraite, t'as plus rien. Comment veux-tu humainement bien sûr. t'en sortir et de pas être malade? C'est sur l'éco-anxiété, prendre les outils, tout ça, pour que les jeunes, ils ne soient pas malades de ça. Tu vois? Et donc, de se battre, comme moi je me bats, comme d'autres, hein, pour qu'il y ait beaucoup plus de psychologues, pour qu'il y ait beaucoup plus de lieux d'écoute, pour qu'il y ait beaucoup plus, pour qu'il y ait des droits. Bah, finalement, c'est un peu vouloir se détacher du déterminisme d'une société qui va vouloir nous englober pour nous amener dans les bonnes cases, quoi. Bon, ben, nous voilà encore à un autre sujet qui est vrai que je voulais aborder, c'est le déterminisme social, qui est vraiment pour moi la chose la plus abjecte qu'il y a. Quand un enseignant qui est en échec avec la formation d'un de ses élèves, qui me dit, mais vous savez, hein, ça a toujours été, les fils d'ouvriers, ils restent majoritairement des ouvriers. Ouais. Ce qui est faux. C'est pas la République, c'est pas l'école de la République. Ouais. Il mérite d'être licencié. Il n'a pas le droit de dire ça. Moi, je suis dans les écoles de deuxième chance, c'est dans coup de pouce. Coup de pouce, c'est on s'aperçoit, c'est ceux qui décrochent. Et maintenant, tu sais que des jeunes décrochent, des enfants décrochent en maternelle. Dans la dernière année de maternelle, l'enfant qui arrive en CP et qui ne sait pas un minimum compter ou un minimum lire, eh bien, en sixième, il est en échec. Il sera peut-être plus là, il sera peut-être déjà plus dans l'école. Et donc, ça, c'est refuser ça. C'est refuser qu'on trouve normal qu'il y ait des enfants qui rentrent en CP sans avoir les bases que les autres enfants ont. Alors, il y a toujours une inégalité sociale. Mais, c'est-à-dire qu'il faut qu'il rentre avec les armes, avec le bagage qui lui permet. Or, on sait que statistiquement, eh ben, ces enfants qui sortent de la maternelle, eh ben, sont des... je les retrouverai dans les écoles de deuxième chance, je les retrouverai à l'aide sociale à l'enfance, je les retrouverai dans les prisons. Voilà. C'est marrant, moi ça me parle beaucoup, parce que tu sais, j'ai fait un parcours, je suis assez fier, je suis rentré en classe préparatoire au lycée Fédère avant d'arriver aujourd'hui dans l'école dans laquelle je suis, et je me suis rendu compte de ça en fait fin terminale, quand j'ai voulu faire mes vœux sur ce qu'on appelle Parcoursup aujourd'hui. Et ben en fait je me suis rendu compte que c'était pas aussi facile venant d'où on venait. Moi je venais de Valenciennes, comme toi, hein, Jean-Marie, d'être accepté dans ce genre d'école, et que quand on arrive là-bas on se rend compte qu'en fait on est deux, quoi, sur une classe de 45, et que les mecs qui étaient autour de moi savaient pertinemment qu'ils allaient passer par la classe prépa, qu'ils allaient passer par l'école d'ingénieur ou l'école de commerce, et qu'ils allaient avoir un statut cadre assuré, parce que en fait il y a une sorte de méritocratie un peu. Moi, tu vois, au début j'y croyais, et puis en fait plus j'avance, moins j'y crois. Pourquoi? Parce que donc il faut mériter des choses, hein, ça c'est sûr. Il faut, si tu bosses pas, t'auras rien. Mais ce qui est, par exemple, quand je parle avec des jeunes de grandes écoles,
Ouais. qui me disent cachés Ouais. qu'ils n'ont pas de sous, que leurs parents ne peuvent pas subvenir à leur... Tout à fait. qui se disent, non, je suis malade pas le les codes. soir, je peux pas aller à la sortie, je peux pas aller en boîte, je peux pas... Voilà. C'est là que ça commence, la justice. Bien sûr. C'est et je ne c'est pas parce que statistiquement Ouais. il est prouvé que si t'es fils d'ouvrier, Ouais. tu auras plus de mal que si t'es fils de cadre, que c'est juste. Et que la société, elle doit... et donc, au contraire, c'est parce qu'on le sait, parce que la statistique le montre, qu'il faut mettre les meilleurs profs, non pas pour toi, qui a fait qui a ce don de comprendre la façon dont l'école te forme. Mhm. Mais moi, Mais pour les gens qui le savent. l'école, elle avait pas une pédagogie adaptée à moi. Bien sûr, bien sûr. C'est tout. Tu connais Idriss Aberkane ou pas? Non. Ouais, c'est une personne qui te rejoint beaucoup sur ces sujets-là. Et lui, il pense que dans les esprits des jeunes qui viennent de ce milieu-là, milieu défavorisé, on a incorporé des logiciels. Alors, c'est pas les parents qui l'ont incorporé, ces logiciels, c'est la société. Et que on a une forme d'autocensure qui se diffuse et qui fait que ces gens-là, plus ils grandissent, moins ils vont se dire que c'est possible Alors ça, c'est l'aliénation. Ça a un vrai nom, c'est l'aliénation, c'est-à-dire que la société a réussi à mettre en toi, dans ton esprit, que c'est logique que tu comprennes pas, c'est logique que tu gagnes moins, c'est logique que parce que tu es une femme, tu dois te faire frapper dessus. Voilà. T'es pas bien né. C'est l'aliénation, oui. T'as pas de chance, mon grand, mais c'est comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est. Mais bien sûr, c'est ça l'émancipation. Hein. Ouais. Moi, le républicain que je suis, il est pour l'émancipation de tous les êtres humains, quels qu'ils soient, y compris l'handicapé. Et aussi, parce que là, on parle souvent de ce sens-là, l'échelle sociale, gravir l'échelle sociale, parce qu'on dévalorise, entre guillemets, j'aime pas dire ça, le bas de l'échelle. C'est bien. Pourquoi? Dès qu'on dit bas de l'échelle, on l'a dévalorisé. Pourquoi? Il est pas plus bas. C'est pas les emplois de comment les gilets jaunes là, avec leur connerie. Les gilets jaunes, ils ont fait du mal à la classe ouvrière. Bah oui. Parce qu'ils nous ont ramenés au statut d'ouvriers. De la basse classe. La basse classe. Ce qui est, tu vois, moi, le peuple, comme si que le peuple c'est la basse classe. Oui, mais en fait, tu vois, moi, ce qui m'a fait comprendre je comprends pas ça. Moi. Parce que l'artisanat était dévalorisé, parce que les voies de ce qu'on appelait de garage, elles ont été remplies par des jeunes qui n'avaient juste pas envie d'aller faire des métiers manuels, alors qu'en réalité, moi, quand je vois, et pour le coup, t'es bien placé pour le savoir, mais quand je vois mon grand-père, tu vois, je me dis, en fait, on n'a plus, ou du moins de moins en moins, de jeunes comme lui qui sont pas plus cons que les autres, qui ont fait un parcours d'ouvrier toute leur vie, qui ont de l'or entre les mains, mais qui vont toute leur vie, comme toi, se dévaloriser et se dire non, mais de toute façon, ce que je fais, c'est moins bien que les autres. C'est pour ça que nous avons besoin des uns des autres. C'est-à-dire, moi, je suis au comité Grand Lille, où c'est un comité où il y a tous les grands patrons. Hein? Parce que sans les grands patrons, moi, sans un patron, je ne peux pas être salarié. Hein. Bah oui, ça c'est sûr. Pour avoir un salaire, il faut bien que j'ai un patron. Tout à fait. Ou alors, je suis un auto-entrepreneur. Bon. Si je veux des contrats d'alternance, il faut bien qu'il y ait des artisans. Il faut bien qu'il y ait... Donc, à l'école de deuxième chance, il faut bien que j'ai des gens qui embauchent les jeunes. Voilà. Donc, on a besoin, c'est ça l'important de comprendre, c'est que c'est pas une lutte de classe qui va nous sortir des classes. C'est la négociation. Ouais, c'est-à-dire, donc la négociation, c'est parce qu'on a un intérêt commun. Les grands patrons, ils ont un intérêt commun avec les ouvriers. Parce que le jour où ils manqueront d'ouvriers, ils seront en difficulté. L'artisan, il a besoin. Pour ça que l'artisan, il est bête et méchant quand il se plaint qu'il ne trouve pas la main-d'œuvre. C'est parce qu'il ne prend pas les moyens d'avoir la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle existe. Tais-toi, je la prends telle qu'elle est
et je fais avec. Je la forme, je la valorise, change. Et je la valorise. Ils veulent pas travailler 40 heures, s'ils veulent travailler 4 jours, ils travailleront 4 jours. C'est ce qu'ils sont en train de faire dans les cafés-restaurants. Ouais. Ils ont arrêté de se plaindre, ceux qui s'en sortent. Et ils se disent, les jeunes, ils sont tels qu'ils sont, et je vais faire avec eux, et puis je vais négocier avec eux. Hein? Tout à l'heure, avant de commencer le podcast, tu nous parlais du fait que quand tu es rentré à Sciences Po, je vais pas dire le mot, mais tu étais très content et excité de pouvoir assurer des cours là-bas, etc. Et de la même façon, tu as parlé aussi du fait que tu avais parfois pu gérer des grandes négociations dans des grands lieux politiques parisiens avec des personnalités connues, Xavier Bertrand, François Fillon, François Hollande aussi. C'est pas impressionnant de se retrouver dans ces lieux-là avec ces gens-là? Disons que c'est le lieu qui est impressionnant. Quand tu rentres au Sénat, c'est impressionnant. Quand tu rentres à l'Assemblée nationale, que tu viens plancher devant une commission des affaires sociales, le lieu est impressionnant. Hein. Mais ce que tu dis, c'est naturel. Tu as passé des heures à le préparer. Ce sont des convictions. Voilà. La personne qui est en face de toi, elle a besoin de toi. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Autrement, il ne faut pas se déplacer. Si t'a fait venir, c'est parce que tu lui es utile. C'est-à-dire que tout seul, il ne peut pas s'en sortir. Il considère que en négociant avec toi, il va partager le risque, notamment le risque politique d'une réforme, en disant cette réforme par exemple de l'assurance chômage, j'ai obtenu l'accord de la CFDT. Donc ce n'est pas que lui. Voilà. Donc il a voilà, c'est ça l'intérêt. L'autre chose, c'est que quand tu arrives là-dedans, il y a quelque chose de très qui peut être grisant, mais qui est une réalité. C'est-à-dire que un négociateur est un décideur. C'est bizarre ça, mais il faut l'accepter. C'est-à-dire que quand tu négocies, si tu fais un compromis, tu co-décides. Tout à fait. Tu co-décides pas sur tout, mais sur l'objet du compromis. Et donc, c'est quand même... grosse responsabilité. Et puis c'est valorisant. Ouais. Ça te fait tenir le choc. Tu te dis, je vais mettre des millions de salariés en retraite parce qu'ils ont commencé à travailler plus tôt. Quand je dis au Premier ministre Raffarin, le Premier ministre, il me dit, dites-moi, qu'est-ce que c'est concrètement votre revendication? Et monsieur, celui qui a commencé à travailler à 16 ans, il doit partir à 56 ans. À 57 ans, à 17 ans, il doit partir à 57 ans. Bon. Combien ça coûte? Il dit à ses conseillers. Les conseillers reviennent une demi-heure après. Puis ils vont son oreille. Et moi, j'ai dit, ah non, ça suffit. Ça fait 6 mois que je négocie, on ne m'a pas dit combien ça coûtait. On me dit qu'on est contre, mais on ne m'a pas dit combien ça coûtait. Alors Raffarin, il fait, bah oui, il a raison. Combien ça coûte? Il dit, on n'est pas capable de le chiffrer, monsieur le Premier ministre. Vous n'êtes pas capable de le chiffrer? Donc, c'était Chérèque, j'étais avec Chérèque. Chérèque, vous l'avez. Je l'ai obtenu comme ça. Attends, Chirac? Chérèque, François Chérèque, qui était le secrétaire général de la CFDT. Là, j'étais pas tout seul, on était à 2. Okay. C'est moi qui ai... Bon. Vous l'avez. Parce que c'était une décision politique. Et je l'ai emporté alors qu'ils ne savaient pas combien ça leur coûtait. Mais s'ils ne me le donnaient pas, ils n'avaient pas l'accord. Bon. Et encore aujourd'hui, les gens qui... aujourd'hui, il faut avoir 62 ans, mais si tu as commencé plus tôt, tu pars avant 62 ans. Tu peux pas encore partir à 60 ans aujourd'hui. Voilà. Mais quand tu te retrouves avec ces gens-là, finalement, tu fais un peu de politique. Tu peux nous parler de, par exemple... Non, mais tu peux... Moi, je fais pas de la politique, je fais du syndicaliste. Lui, il fait de la politique, en face de moi. Mais moi, je fais du syndicaliste, c'est-à-dire que je défends les ouvriers qui ont commencé à travailler tôt. Voilà. Je défends le salariat. Je défends pas une idée politique. Je défends une situation de travail. Mais ces gens-là,
Ils ont fait des eux, ils font de la politique. pour faire les négociations que toi, tu entreprends Non, avec ils ont eux. même pas. T'as pas à Sciences Po, il n'y a pas de formation. C'est moi qui ai fait le diplôme de Sciences Po Lille. Il n'y a pas une formation à la négociation. Il y a une formation management. C'est-à-dire comment tu vas être chef, mais pas comment tu négocies ta décision. Jamais on va t'apprendre à négocier ta décision. Donc t'étais plus fort qu'eux sur ce... Oui, bien sûr que je suis point-là. plus fort qu'eux. Et là, on va conclure. Si c'était à refaire, tout ça, tu le referais ou pas? Oui, bon, oui, parce que finalement, quand on se retourne, puis qu'on voit ce qui... Ouais, qu'on fait le contrôle qu'on objective, qu'on essaye de regarder, d'objectiver Qu'est-ce ce qu'on a qui a pu- été obtenu. Ouais. Par exemple, pour les écoles de deuxième chance, moi, sortir 600 jeunes par an du décrochage sur 4 sites, moi oui, pas envie d'arrêter. Voilà. Eh ben, Et j'ai pas envie que ça s'arrête surtout. Moi je peux arrêter, mais j'ai pas envie que ça s'arrête. Tu les contactes encore, ces jeunes? T'as encore des contacts? Tout le temps, oui. Et je prends j'essaye d'avoir toujours, la preuve, regarde là, mais par exemple à l'école de deuxième chance, j'essaye d'accompagner un jeune, Ouais. plus particulièrement. Voilà. Et Là, par exemple, j'en accompagne un, c'est pas facile, qui a un handicap, qui a un diplôme, qui a un BTS d'informatique, mais les boîtes informatiques l'ont jamais pris à cause de son handicap, et qui maintenant se lance dans la pâtisserie. Il faut l'aider à s'en sortir. elles existent encore, ces écoles? L'école de deuxième chance? Mhm. Oui. Je fais l'affront de poser cette question, mais pour les jeunes qui nous écoutent et pour nos auditeurs... À Roubaix, à Lille, à Saint-Omer et à Armentières, c'est les écoles qu'on a fondées, mais il y en a d'autres. Il y en a à Valenciennes, il y a des écoles de deuxième chance à Valenciennes qui marchent très bien, à Dunkerque, à Liévin. Voilà. Jean-Marie, merci pour tout. Merci pour cette conversation ultra inspirante. Je pense que pas mal de jeunes vont nous écouter et je te rassure juste ici. Mais avant ça, j'ai une toute dernière question. Oh. L'ultime. Un mot pour les jeunes qui nous écoutent. Il n'y a aucun argument qui justifie l'échec. C'est-à-dire en face de nous, on ne doit jamais accepter qu'un interlocuteur nous dise « tu es en échec, c'est normal ». Et soi-même, il ne faut jamais l'accepter comme ça. Il faut se dire « je suis en échec sur ce point-là, mais je peux réussir sur autre chose ». Et donc, avoir confiance en soi, se prendre en main. On dit prendre sa vie en main, c'est très, très, très compliqué. Mais je peux, par exemple, si je décide de faire un voyage, je peux, en me mettant des objectifs, en préparant, je veux aller au Japon. Si je dis, je veux aller au Japon d'ici 2025, je veux y aller en avion, je veux y aller en train, je veux y aller, je ne sais pas, je veux y aller avec mademoiselle Attel, tu iras. Si tu dis simplement, j'aimerais aller au Japon, si possible avant 2025, tu n'iras pas. Donc, croyez en vous. Il faut que tu crois, tu te fais des objectifs, Ouais. tu te prends les moyens d'atteindre tous tes objectifs un par un, et puis par petits pas. Il ne faut pas que ce soit une décision, c'est pas une falaise. Une décision, la falaise, elle est infranchissable. Par contre, si tu mets des escaliers, tu vas la franchir, la falaise. Donc, la décision, les grandes décisions que tu dois prendre, tu décides par quel petit pas tu vas commencer, l'autre petit pas, qu'est-ce qu'il te faut, et puis t'acharner pour réussir chacun de ces petits pas, puis un jour, tu es là-haut. Tu es en haut de la falaise. Un livre à nous conseiller?
Moi, justement, il faut faire attention sur les livres, parce que tous les professeurs que je côtoie, Contre les livres, ils ont tout appris dans les livres. Et donc, ils me ramènent les livres. Bon. Un professeur de mécanique qui n'a jamais tenu un marteau, je suis désolé, ça passe pas, quoi. Bon. Et pareil, une série ou un négociateur. Ouais. Non, moi j'ai aimé comme livre, j'en ai aimé plusieurs, bien sûr, pas un seul. Mais j'ai aimé les Duras. Parce que le style Marguerite Duras, le style me plaisait. Et puis tous les romans qui se passaient dans les camps de concentration. Milena, tout ça. Bon, et puis les auteurs qui sont passés par les camps de concentration, ils ont une force. Ben oui, parce qu'on parlait de l'humain. C'est là que tu vois, c'est ceux qui sont passés sous la torture. L'inhumain fait ressortir l'humain. Voilà, c'est là t'es au cœur. Moi, les Chiliens qui ont été torturés ou les Argentins qui ont été torturés, que j'ai rencontrés, quand ils me disent la liberté même existe toujours, même sous la torture, c'est fort, quoi. Et donc, quand tu discutes avec eux, ils te disent oui, j'étais sous la torture et je me disais, tu ne m'enlèveras pas mes idées. Formidable, Jean-Marie, on pourra encore parler des heures. Mais je te remercie encore une dernière fois. Merci à Max et Lucas de m'avoir aidé pour cet épisode et d'être là, tout simplement. N'hésitez pas, et il faut que je m'en rappelle, à laisser un pouce bleu, un like, un partage, à commenter et à partager à 3 personnes autour de vous. Et puis sur ce, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pose Casque. Salut à tous, c'était Ali dans Pose Casque.